Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation de venir parler de spondylarthrite, qui est un de mes sujets préférés. Je pense que c'est une chose qui est intéressante. Je montre cette image parce qu'on réalise maintenant que ce n'est pas purement une maladie des hommes. On réalise maintenant qu'il y a autant de femmes touchées que les hommes. Et ça touche environ 1% de la population. Donc c'est une maladie qui a beaucoup de différentes manifestations. Vous connaissez certainement l'atteinte inflammatoire du dos, mais également l'atteinte périphérique, des articulations périphériques. Il y a des manifestations périarticulaires, donc le dactylite, ou l'orteil en saucisse, puis l'anthésite, donc on va reparler tout à l'heure. Les manifestations extra-articulaires au niveau de l'inflammation du côlon et de l'œil avec une forme de uvite. L'atteinte importante de la peau, de psoriasis, puis des atteintes un peu plus rares, mais qui sont importantes au niveau du poumon, dans le contexte d'une atteinte interstitielle. Puis de plus en plus, on réalise l'importance de douleurs chroniques, fibromyalgie, de dépression chez ces patients également. On essaie maintenant de séparer le spondylarthrite en deux catégories. Donc un côté qui est prédominant avec une atteinte axiale, un autre côté prédominant atteinte périphérique. Il y a beaucoup de chevauchements, mais l'intérêt de cette distinction, c'est que ça change la proposition thérapeutique. Il y a beaucoup de débats depuis une vingtaine d'années. Est-ce que toutes ces maladies, ces formes, on devrait tout mettre sur le chapeau de spondylarthrite ou est-ce qu'on devrait les séparer en plusieurs catégories? Le débat continue, mais je pense que la génétique est intéressant. Vous connaissez certainement l'association forte d'HLA-B27 avec toutes ces formes de spondylarthrite qui peut varier entre 30 et 95% selon le type de spondylarthrite. Mais de plus en plus, on réalise qu'il y a beaucoup d'associations génétiques qui sont vraiment indépendantes. À droite, ceux qui sont associés à la spondylarthrite axiale, à gauche, l'arthrite psoriasique, pour lesquels il y a beaucoup de chevauchements avec de psoriasis cutanée. Mais même pour l'arthrite psoriasique avec une atteinte axiale, il y a des associations génétiques qui sont complètement différentes de la spondylarthrite ankylosante classique. Donc on a plutôt une tendance de réfléchir de cette pathologie comme ceci, où il y a beaucoup de chevauchements. Il y a de formes axiales à gauche, puis périphériques à droite. Mais il y a des chevauchements ou de l'atteinte axiale, souvent des arthrites, puis l'arthrite psoriasique est souvent une atteinte axiale. Puis cette distinction entre radiographique et non radiographique, c'est un petit peu bizarre comme terminologie, mais l'idée c'est de voir l'importance de l'atteinte de radiographie simple du bassin. Donc en bas, on voit une radiographie du bassin, on voit ces articulations sacroiliaques qui sont bien atteintes, donc ils sont grade 3 bilatéralement, selon le critère de New York, qui va faire, si c'est moins grade 2 bilatéral, c'est une spondylarthrite radiographique. Pour les atteintes moins marquées, on parle d'une atteinte non radiographique. Même s'il y a une atteinte radiographique, ce n'est pas le niveau de critère qui définit cette atteinte radiographique. Donc on peut se poser des questions, est-ce que c'est important ou pas? Donc la réponse, j'essaie de vous convaincre, la réponse est oui. On a fait une étude justement avec les données suisses de notre registre SIQM. On regarde l'évolution de ce score MSAS, donc c'est l'atteinte radiographique de la colonne, en fonction de status radiographique ou non radiographique. Donc en bas, vous voyez des patients qui sont atteints non radiographiques, puis vous voyez chaque ligne représente l'évolution radiographique sur le suivi du patient. Il n'y a quasiment aucune aggravation de l'atteinte radiographique du rachis. Par contre, chez le groupe avec une atteinte radiographique, il y a beaucoup de patients qui progressent, parfois très rapidement, énormément, pas tous, mais beaucoup, dans ces profils de patients spondylarthrite radiographique. Puis l'autre entité qui est importante, c'est les gens qui ont une association avec une uvite inflammatoire. Puis, petit rappel, avec le professeur Guy Crozier, qui est un expert mondial des uvites, qui est à Lausanne, on a fait une revue l'année dernière dans la revue médicale suisse qui résume l'atteinte des uvites inflammatoires. Juste pour vous rappeler que chez le patient avec une atteinte axiale, c'est en général une uvite antérieure, aiguë, assez dramatique, l'œil rouge qui vient brutalement. Par contre, les autres formes, particulièrement dans l'arthrite psoriasique ou de maladie inflammatoire du côlon, ça peut être antérieur, mais souvent c'est intermédiaire, souvent postérieur, qui sont beaucoup plus insidieux comme début, qui sont plus difficiles à diagnostiquer, mais potentiellement plus graves. Donc, on voit un seuil de suspicion de l'atteinte inflammatoire de l'œil chez ces patients, particulièrement chez les patients qui ont maladie de Crohn, qui est assez fréquent. Et dans ces cas-là, c'est 4 fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme.
Donc le deuxième chapitre, on va parler un peu de l'imagerie. Je ne veux pas tarder plus sur la radiographie, mais juste pour vous rappeler de cette atteinte classique de syndesmophyte de rachis avec quelqu'un avec une atteinte axiale. Donc ces calcifications de ligaments antérieurs et postérieurs de rachis sont assez caractéristiques, qui sont très différents des osteophytes qu'on voit dans l'arthrose, où ça pousse vraiment horizontalement. Là, on voit ces calcifications fines, verticales, classiques de syndesmophyte. Je focalise un peu plus sur l'IRM puis l'échographie. Donc, je pense que la première question à poser, est-ce qu'il faut vraiment faire une imagerie ou pas? C'est très utile, ça peut confirmer l'hypothèse de diagnostic. Parfois, ça fait modifier un peu le diagnostic qu'on évoque. C'est très utile d'exclure d'autres pathologies néoplasiques, fractures, etc. Puis, souvent, ça va nous aider à décider qu'est-ce qu'il faut faire. Ça peut rassurer le patient si on ne trouve rien. Puis parfois, dans certains cas, il y a des obligations médico-légales. Par contre, il y a un certain nombre de côtés négatifs qu'il faut prendre en considération. Il y a un coût associé à ces examens, de temps nécessaire, des effets secondaires de radiation, surtout pour le scanner, puis de l'injection de gadolinium, qui est souvent fait régulièrement par nos collègues en ville de cabinets radiologiques pour la spondylarthrite, qui à mon avis est faux, mais ça c'est un débat peut-être pour un autre jour. Puis, cette partie-là, je pense, est particulièrement important. On voit qu'il y a une tendance de faire très rapidement un IRM, un peu chez tout le monde. Dès qu'on a mal au dos, il faut faire un IRM. Puis, je pense que ça, c'est faux, parce qu'on trouve extrêmement souvent de petites choses. L'IRM est extrêmement sensible, donc il faut bien pister le patient qui a besoin de l'imagerie. Parce qu'il y a un effet nocebo. Donc, ça veut dire quand le patient a vu sur les rapports, l'inflammation, bombement de disques, déchirure de disques, etc., c'est des choses qui ne sont jamais oubliées. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Puis parfois, ça mène à un traitement, des investigations supplémentaires qui ne sont pas nécessaires. Donc, malgré tout ça, l'IRM est extrêmement utile dans la spondylarthrite. Voici un exemple des images qu'on demande. On demande spécifiquement de faire un protocole spondylarthrite avec une coupe particulière semi-coronale de sacrum en T1 puis en STIR. On cherche particulièrement ces images, on voit un hypersignal en l'os sous-chondral classique de l'inflammation de la spondylarthrite. Puis aussi en T1, on peut voir les érosions, ces zones noires au côté sacroiliaque, ici aussi des érosions. On peut voir une involation graisseuse qui est assez spécifique. Puis une entité qui est un peu plus récente s'appelle de backfill, c'est un type de remplacement d'érosion par un tissu, une base adipeux, qui est assez caractéristique de la spondylarthrite. Puis quand on suit ces gens de façon séquentielle, on voit que dans cette zone de backfill, c'est là qu'on voit le petit pont d'os qui développe, et puis avec le début d'ankylose. Donc ça, c'est une étude sur environ 700 patients dans un cohorte en Allemagne. Ils ont regardé l'IRM du rachis, sacroiliaque, puis le colonne chez le patient, c'est la personne de moins de 45 ans. Puis on voit extrêmement souvent qu'il y a des signes inflammatoires compatibles avec une spondylarthrite à l'IRM dans une population sans spondylarthrite, particulièrement chez les gens qui ont surpoids, également chez les gens qui ont des douleurs non spécifiques de dos, chez les gens avec un BI27 positif, même sans spondylarthrite, puis particulièrement frappant chez les femmes qui sont couchées depuis moins de 12 mois, avec des ratio de 4,5 fois des atteintes inflammatoires. Puis au niveau des rachis également, chez les gens qui sont plus âgés, puis les gens qui ont un travail physique important, on voit ces atteintes inflammatoires de rachis. L'autre catégorie où on comprend de mieux en mieux, c'est l'atteinte chez l'athlète. Ici, une étude, ils ont regardé des gens qui faisaient régulièrement du footing, puis aussi une équipe de hockey sur glace. Puis, selon les critères de spondylarthrite, ça s'appelle l'ASAS, il y a plus qu'un tiers de ces sportives qui avaient des critères positifs pour une spondylarthrite, selon l'IRM. Quand on regarde un peu plus en détail, ici, on voit une coupe sacroiliaque avec le sacrum au milieu, ces deux lignes noires, c'est l'articulation sacroiliaque. Il y a des zones de contraintes mécaniques, donc particulièrement ces coins antéro-supérieurs, mais aussi ces coins inféro-postérieurs. C'est là qu'on voit souvent de stress mécanique qui peut manifester par une inflammation, le DM sur l'IRM, qui en fait finalement qui est non spécifique, mais selon les critères actuels, on peut considérer ça positif pour une spondylarthrite. Par contre, il y a d'autres zones, particulièrement la partie inférieure du sacrum, puis d'autres lésions comme des érosions de graisse qui sont beaucoup plus spécifiques, puis on voit très rarement ces lésions chez les sportifs. Puis
Puis il y a d'autres populations aussi, hein, été étudiées chez les militaires, aussi chez les femmes qui sont accouchées depuis moins de 12 mois. Puis à nouveau, on voit souvent ces zones inflammatoires dans la zone de contrainte mécanique. Donc il se pose la question, est-ce qu'il faut modifier les critères qu'on utilise? Puis probablement oui. Donc il y a tout un travail qui est en cours pour répondre à cette question. Si on divise ces articulations sacroiliaques en 8 cadrans, ils sont cherchés pour savoir les aspects qui étaient les plus spécifiques pour un diagnostic de spondylarthrite. Puis quand on a au moins 4 cadrans qui sont positifs pour le l'œdème osseux, on a une spécificité de 94%. Pour l'instant, les autres lésions ne font pas partie du critère qu'on utilise actuellement, mais s'il y a au moins 4 ou 3 cadrans avec des érosions, on a également 94% de spécificité. La même chose pour les lésions graisseuses dans au moins 5 cadrans. Puis surtout si on a une lésion graisseuse de taille importante, ça veut dire plus qu'1 cm, dans au moins 2 cadrans, on a 100% de spécificité. Donc très probablement, dans l'avenir proche, on va essayer d'inclure ces autres aspects de l'IRM dans nos critères. Donc juste pour un petit rappel sur qu'est-ce qui se passe à l'anthèse. L'anthèse, on pense, c'est vraiment la base de la spondylarthrite. Chez quelqu'un qui a une prédisposition, puis souvent blessure mécanique, il y a une augmentation de ces vaisseaux transcorticales qui vont attirer après le neutrophile, puis on voit une inflammation dans l'os sous-chondral, puis au niveau de l'anthèse. Si tout va bien, la situation se calme, puis on retourne à la norme. Chez quelqu'un qui a une spondylarthrite, il y a une tendance que c'est continue, c'est progresse, puis par la suite, il y a une stimulation des ostéoblastes qui vont développer de ossification au niveau de l'anthèse. Donc ça, c'est une chose qu'on peut voir assez bien à l'échographie. Ici, c'est une collaboration d'Omerac, des experts de l'imagerie, qui sont publiés une définition de qu'est-ce qu'il faut regarder avec l'échographie à niveau de l'anthèse. Ici, c'est un tendon rotulien tout à fait normal avec son insertion sur le rotule. Ici, c'est un exemple de spondylarthrite qui, quand on regarde de près, il y a une perturbation de fibres. On voit plus assez bien que tout à l'heure. Il y a des zones hypoéchogènes, ou plus noires, à cause de l'œdème dans le tendon. Puis surtout la corticale qui est très irrégulier, avec le petit point de calcification, ces anthésophytes qui développent à l'insertion. Puis quand on regarde avec l'activité Doppler, qui montre la vascularité de cette région, qui normalement, il n'y a pas de vaisseau du tout, ici on voit cette forte activité Doppler à l'anthèse, qui est différente d'une atteinte mécanique de l'anthèse, qui est plus distale de l'anthèse. Mais ici, vraiment, quand c'est dans le 2 mm niveau de cortical, c'est très suggestif d'une spondylarthrite. Puis, ce concept de qu'est-ce qui se passe dans l'anthèse, c'est un peu comme beaucoup de choses dans la médecine, il faut un peu, mais pas trop. Donc, on parle de cette zone de Goldilocks pour une bonne santé de l'anthèse. Donc, il faut un peu d'activité, mais pas trop. Puis, dans la spondylarthrite, on a l'impression que cette zone est réduite, puis ces patients sont plus facilement de pathologie au niveau de l'anthèse que dans la population générale. Donc, pour un peu mieux répondre à cette question, on est en train de développer une étude au niveau national avec le registre SIQM pour regarder justement qu'est-ce qui se passe à l'échographie et puis cliniquement à l'anthèse. Donc ici, on a un scoring qui va regarder tous les changements structuraux, le changement inflammatoire en mode B, puis avec le Doppler, puis d'autres choses qu'on peut voir dans ces pathologies, comme de tendinopathie, comme de péritendinite, l'inflammation de surface du tendon, puis de contrôler, puis d'investiguer l'impact de l'activité physique, du poids, de l'âge, de sexe, etc. également. Donc le dernier chapitre, c'est le traitement. Donc clairement, ça, c'est pas à lire parce que c'est impossible. Mais juste pour dire, il y a beaucoup de recommandations qui essaient de nous guider comment il faut traiter ces patients avec une spondylarthrite axiale à gauche, puis l'arthrite psoriasique à droite. Il y a de différentes sociétés savantes qui ont de différents types de propositions. CRAPA, par exemple, pour lesquelles le professeur Banquier est impliqué, ils ont pris l'approche de décider quelles manifestations étaient les plus importantes pour guider la proposition thérapeutique. Le souci avec ces recommandations, c'est que rapidement, c'est plus à jour. Donc, il y a déjà des choses dans ces recommandations d'il y a quelques années qui sont faux. Donc, ce n'est pas assez facile de rester à jour tout le temps. Avant de parler de différentes molécules qu'on utilise, juste un rappel de cytokines pro-inflammatoires qui sont importantes. Maintenant, on réalise qu'il y a de lymphocytes résidents à l'anthèse qui n'existent pas ailleurs dans le corps. Puis sur la stimulation d'IL-23, qui vient de plusieurs sources, de la peau, de psoriasis, de stress biomécanique, qui sont stimulés par la B27, puis le microbiome, on a une stimulation de ces lymphocytes T qui vont par la suite larguer beaucoup d'autres cytokines pro-inflammatoires, notamment IL-17, puis le TNF-alpha.
Donc ces molécules sont clairement des cibles pour nos thérapies. Mais tout d'abord, il faut juste rappeler qu'il y a d'autres traitements avec lesquels il faut commencer, surtout les anti-inflammatoires. Les gens qui ont une spondylarthrite axiale, dans environ 50% des cas, les anti-inflammatoires classiques sont suffisants et extrêmement efficaces. Quand ce n'est pas le cas, on passe aux autres traitements. Les traitements de fond sont assez utiles pour l'atteinte périphérique, mais globalement, ça ne marche pas pour l'atteinte axiale. Donc rapidement, avec une atteinte axiale, il faut passer à d'autres traitements. Depuis quelques années, on a ces petites molécules, notamment l'inhibiteur de phosphodiesterase E4, le Premelast, puis les anti-JAK, que vous avez certainement entendu, il y a beaucoup de discussions à ce moment sur le safety des anti-JAK, mais c'est le traitement qui marche assez bien dans l'arthrite psoriasique, mais aussi récemment, le upadacitinib sont en autorisation pour l'atteinte axiale. Puis le traitement biologique. Les anti-TNF existent sur le marché depuis plus que 20 ans, donc vous avez certainement entendu parler, mais plus récemment, on a des inhibiteurs d'anti-L17A depuis quelques années, puis les inhibiteurs d'anti-L17A et F, donc Emmanuel Lafitte récemment, ces colloques a présenté une étude à ces sujets dans le psoriasis. Puis on a tout ce qui bloque le voie IL-12, IL-23. C'est des choses qui sont particulièrement efficaces pour l'atteinte cutanée et aussi l'atteinte articulaire périphérique, mais ils semblent peu ou moins efficaces pour l'atteinte axiale. Puis juste pour vous dire, il y a beaucoup de molécules en investigation. Il y a beaucoup de différentes cibles au niveau de ces JAK-STAT pathway où on peut imiter ces médiateurs intracellulaires. Puis beaucoup d'autres cibles au niveau de biologique, où on bloque soit un, soit plusieurs cytokines en même temps. Je vais juste vous montrer quelques études. Donc là, on a toujours posé les questions depuis toujours, est-ce qu'on est capable de ralentir la progression de la spondylarthrite axiale? Puis jusqu'à cette étude, grâce à notre cohorte suisse, on a finalement démontré que c'était le cas, où qu'on avait suivi les gens pendant au moins 2 ans après un traitement de spondylarthrite par les anti-TNF. Puis on a vu qu'on peut réduire la probabilité de progression d'environ 50% par un traitement anti-TNF. Il y a d'autres facteurs qui vont augmenter le risque de progression, notamment s'il y a déjà une atteinte radiographique au départ, puis surtout le sexe masculin qui est un mauvais facteur pronostic. Donc de plus en plus, on parle de treat to target. Donc on va essayer de cibler le niveau d'activité basse ou de rémission de la maladie pour être efficace. Ici, on voit par exemple les gens qui ont un ASDAS, qui est le score d'activité de spondylarthrite, inférieur à 1,3, donc c'est-à-dire en rémission. Ici, on voit qu'il y a extrêmement peu de patients, environ 12% qui progressent, puis quand ils progressent très peu. Par contre, les gens qui ont une activité plus élevée de la maladie, il y a plus qu'un tiers de patients qui progressent, parfois beaucoup. Ici, à nouveau, c'est le score de MSAS au niveau de rachis. Donc, il faut mettre les gens en rémission. Puis une seule étude de comparaison, on a beaucoup moins d'études head-to-head que dans le milieu de dermatologie, mais cette étude, ils sont comparés chez 560 patients en anti-TNF versus un anti-L17. Ils ont pris un endpoint combiné, peau et articulation. Puis quand on voit ici la proportion qui sont obtenues cet endpoint combiné, c'était statistiquement plus chez les gens sur anti-L17 que chez l'anti-TNF. Puis déjà, la 8e semaine, il y avait une différence significative. Quand on voit un peu plus en détail au niveau des articulations, il n'y a aucune différence. Les 2 molécules sont également efficaces. Par contre, pour la peau, il n'y a pas de photo. Les anti-L17 sont clairement plus efficaces pour le psoriasis que les anti-TNF. Puis, comme on a vu l'autre jour, les anti-L23 sont encore plus efficaces pour la peau que les anti-L17. Donc, c'est bien un peu plus compliqué. Je n'ai pas de recommandation précise sur quel traitement parce que ça dépend sur beaucoup de facteurs, notamment quel type de pathologie le patient présente, si c'est axial, périphérique, quel type de manifestations extra-articulaires sont présents. Les antécédents sont bien de plus en plus importants. La candidose, un problème chez les gens avec l'anti-IL-17, puis encore plus dans les anti-L23. On voit cette candidose beaucoup plus souvent. Il y a toutes ces complications des anti-JAK, de thrombose, d'infarctus du myocarde, même de cancer qui sont statistiquement plus élevées. Ça reste très rare, mais statistiquement un peu plus, donc il faut prendre ça en considération. Il faut voir si c'est un traitement biologique en première ligne ou deuxième ou troisième ligne. Ça change aussi clairement l'efficacité de ces molécules. On prend en compte ces manifestations extra-articulaires. La comorbidité, particulièrement chez les gens avec une arthrite psoriasique, il y a souvent de l'obésité, de gouttes, d'une stéatose hépatique. Donc il faut bien prendre ça en considération pour le choix de traitement.
Les caractéristiques du patient, ces médicaments sont en efficacité différente en fonction du poids. Il y a certains qui marchent mieux chez la femme, d'autres mieux chez l'homme. Le souhait de grossesse chez nos patients jeunes, les femmes qui veulent accoucher dans l'avenir proche, il y a certaines biologies qui sont plus sûres que d'autres, donc il faut prendre ça en considération. Puis finalement, le choix des médicaments, c'est une discussion entre le patient puis le médecin, parce qu'ils ont leurs préférences au niveau de fréquence d'administration, si c'est un comprimé, si c'est un piqûre subcutané. Puis finalement, du prix qui peut varier énormément, jusqu'à 25-30 000 francs par an, selon la molécule. Donc en conclusion, je pense que c'est important de considérer toutes les différentes manifestations de la spondylarthrite pour la bonne prise en charge puis le choix de traitement. J'essaie de vous convaincre que cette distinction radiographique, non radiographique, c'est important pour prédire la probabilité de progression de la maladie. Donc ça veut dire c'est utile de faire une radiographie de bassin pour voir un petit peu quel type de spondylarthrite est devant vous. L'imagerie est extrêmement utile. L'IRM, on utilise régulièrement, mais attention aux faux positifs. Il faut bien cibler la population pour lesquelles on demande un IRM du bassin, de rachis. Puis de plus en plus, on trouve l'échographie des articulations puis des anthèses particulièrement utiles dans les cliniques. Puis finalement, le traitement, c'est génial. À cette époque, on a énormément d'options, donc c'est bien plus complexe. Donc je pense qu'il faut discuter avec votre rhumatologue de préférence dans un cas de spondylarthrite pour choisir ensemble le traitement le plus adapté. Donc on a besoin de plus d'études, plus particulièrement plus d'études head-to-head pour vraiment nous aider à savoir quel médicament est le plus efficace dans quelle situation. Avec ça, je vous remercie de votre attention.